bonjour. On va attaquer cette petite conférence destinée à la presse pour essayer de faire un petit peu de pédagogie à propos de la ZAD et de son projet agroécologique, on va dire. On va faire ça en deux temps. On va faire d'abord en une petite demi-heure un petit tour de table des gens qui ont répondu à la tribune qui a été publiée vendredi sur Mediapart, qui est devenue ensuite une pétition qui a recueilli ce matin plus de 27 000 signatures, donc il y a pas mal de gens qui suivent cette affaire de près. Il y a pas mal de gens aussi qui n'ont pas pu se libérer ce matin à cette heure-ci parce que tout ça s'est organisé très rapidement, mais qui sont néanmoins présents avec nous, en tout cas qui soutiennent le mouvement. On attend encore Alessandro qui arrive tout droit de la ZAD ce matin, qui est bloqué dans le métro, qui donc n'est pas très loin, qui nous rejoindra en cours de route pour nous dire un peu comment ça se passe là-bas et comment y sont les choses. Et puis tout de suite on va donc commencer avec Nicolas Delon, qui est ici à droite, architecte, qui va réaliser le pavillon de la France à la Biennale d'architecture de Venise. Patrick Bouchin, je ne présente pas trop, architecte, auteur notamment d'une loi sur le permis de faire. Je pense qu'il en dira quelques mots. Geneviève Prévost, qui est ici à gauche, sociologue, qui travaille aussi beaucoup sur la ZAD. Christine Ross, un petit peu plus loin, qui travaille sur la littérature américaine, mais qui vit beaucoup en France et qui a fait notamment un livre sur la commune, édité chez Azan, et qui s'implique aussi beaucoup sur le travail de la ZAD, qui a traduit Contrée, le livre produit par Maurice Troupe, écrit par Maurice Troupe. Et puis Barbara Dłuszewski, à ma gauche, qui est anthropologue et qui travaille depuis plus de 30 ans en Australie avec les aborigènes, et qui donc travaille maintenant à la fois sur les questions d'écocide liées à la situation de tous les peuples autochtones, qui sont tous impactés par la question de la destruction des ressources de la terre, et qui se battent tous pour essayer de protéger un peu notre terre-mère, et puis Barbara qui travaille aussi avec la ZAD pour essayer de faire des rapprochements et des discussions entre ces différents mouvements qui sont à la recherche d'autonomie, d'une certaine manière, chacun avec leur moyens. Bref, donc on fait un petit tour, et puis derrière nous, Geneviève Quérien, Anne Quérien, pardon, ça l'arsène, Anne Quérien de la revue Multitude, et puis Witus qui a écrit un livre sur l'école mutuelle, donc on parlera aussi de la ZAD comme école. Voilà, et puis dans un deuxième temps, cette présentation deviendra une discussion. On vous montrera quelques images de cabanes et de dessins qu'on a effectués, donc moi-même chez Christophe Lorenz. Je suis enseignant dans le master alternative urbaine à Vitry-sur-Seine, et on est parti il y a 2 ans de ça avec les étudiants faire des relevés des cabanes, avec l'idée d'essayer de comprendre l'écosystème qui est en train de se mettre en place sur la ZAD et qui est en train d'être détruit aujourd'hui, heureusement partiellement. Et le projet, on le verra, j'imagine, j'espère, continuera à se développer. Et donc, dans un deuxième temps, nous aurons cette discussion beaucoup plus ouverte avec tous ceux qui sont venus nous rejoindre. Nicolas, tu veux commencer? Patrick? Non, voilà, c'est toujours agréable comme ça, de se compter, hein, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un événement dramatique ou qu'il y ait une cause
pour qu'on puisse se compter. On ne se voit pas assez, on est tous les uns et les autres comme ça dispersés, et quelquefois donc on peut se compter. Alors c'est vrai que on a besoin de la presse, mais c'est pas sûr que voilà, sur des sujets comme ça on puisse compter que sur elle. Pas sûr que ça marche, quoi. Alors quoi vous dire, si vous voulez, c'est que c'est peut-être une chose qui se passe là, qui est tout à fait nouvelle et qui pourrait rentrer, qui doit rentrer dans l'histoire de la France. Voyez. On a fait rentrer dans les collections nationales, au fond régional d'art contemporain d'Orléans, la jungle de Calais, considérant que c'était la 36 001e commune de France. Et que comme la jungle avait été détruite et que ce moment est un moment très important où il y a eu cette ville spontanée comme ça qui s'est construite par des gens qui étaient donc obligés de le faire, et que les relevés avaient été faits par énormément d'architectes, sociologues, hommes de l'art et habitants, on pourrait considérer que la ZAD, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait eu un geste à un moment donné pour protéger le territoire, en l'occupant pour empêcher donc sa destruction, et que cet acte d'occuper le territoire est un acte fondamental pour pouvoir vivre. L'homme ne peut pas vivre s'il n'occupe pas le territoire. Et donc d'avoir eu cette occupation du territoire qui a empêché la réalisation donc, de l'aéroport, ça ne suffit pas. En effet, il y a un acte qui fait qu'on reprend possession du territoire et on doit le garder. Alors, c'est sûr que la violence de la police telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est impensable. Imaginons que tous les actes illégaux qui apparaissent comme illégaux soient traités de la même façon. Imaginez quand même avec toutes les constructions sur le littoral, toutes les extensions de supermarchés, toutes les opérations industrielles qui ne sont pas conformes à la loi. Imaginons qu'il y ait la même violence pour remettre le territoire dans son état soi-disant légal. Alors je pense qu'il faudrait considérer que, en effet, cette lutte est une lutte qui est liée à l'endroit où ça se passe, mais qui est une ouverture pour une chose tout à fait nouvelle. Et je pense que voilà, c'est une chose qui n'est pas enseignée. C'est comme si, c'est un peu comme l'école de la rue, vous voyez, qui, sur le plan de l'informatique, a permis à des enfants d'apprendre quelque chose que leur maître ne connaissait pas. On pourrait penser que ce qui s'est fait là, c'est une sorte d'école agroécologique ou une école écologique qui fait que spontanément, il y a un savoir qui arrive. Et donc, on devrait dire que ce matin, on célèbre peut-être ce mouvement-là. C'est une occupation d'un territoire par quelqu'un qui empêche que le territoire soit détruit. On détruit ce que cet acte a fait. C'est ça qui est terrible. Et que l'image que l'on montre, c'est la destruction de cet acte positif. Et donc, il ne faut absolument pas qu'on le lâche, mais il faut qu'on le démultiplie. Hein. Donc, c'est un message un peu optimiste dans une situation complexe, mais si on ne reprend pas en main nos affaires, hein, et si on ne fait pas les choses comme ça, les choses n'avanceront pas. Et peut-être que c'est la formation que donne Christophe, voilà, ils l'ont inventé à quelques-uns. Il y a des choses qui ne sont pas enseignées dans les écoles primaires, dans les lycées et dans les universités. Il faut qu'on reprenne cette chaîne qui est ce que l'on devrait apprendre pour pouvoir aborder le monde dans lequel on rentre. Donc là, on en a un exemple. Alors c'est pour ça que je tenais à donner comme exemple le livre qu'Anne a écrit sur l'école mutuelle. Non, il faut lire ce livre parce que c'est assez étonnant. Vous voyez, ce sont des classes de 100 élèves. Et c'est parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas assez de professeurs. Et il fallait donc pouvoir s'appuyer sur le corps enseigné, c'est-à-dire sur l'élève lui-même. Est-ce que l'élève peut être un acteur en apportant son savoir pour compléter celui de son maître, et peut éventuellement cet élève le transmettre à un autre qui est à côté de lui. Est-ce qu'on peut faire cette école boule de neige? Donc je pense que voilà, je pense que tout est dans l'école. Voilà. Donc je veux dire que mais une école peut-être du territoire, une école de la rue, une école du jour, une école, et pas l'école au sens où on entend de l'école carcérale, fermée, telle qu'elle est définie. On pourrait travailler sur ça, quelle pourrait être cette école. Voilà. Alors, moi je vous soutiens. Voilà, quand Christophe m'a appelé pour le livre, on va faire en sorte un livre, on va faire un texte avec Christophe sur cet acte. Je pense que c'est le début de quelque chose. Je pense qu'il faut qu'on se soutienne. Voilà, je vous soutiens, il faut qu'on se soutienne.
Alors je vais donner la parole à Nicolas Delon, parce que comme vous ne le savez peut-être pas, mais moi j'ai fait donc, le pavillon de la France à Venise en 2006, où j'ai décidé de l'habiter. Tout le monde a cru que c'était un concept philosophique, mais je l'ai réellement habité pendant 3 mois. Dormi, mangé, on a accueilli des gens. Donc on a fait un acte d'architecture en l'habitant. Et on a eu une autorisation au dernier moment, parce que c'était un terrain extra-territorialisé, c'est-à-dire qu'il était en dehors du territoire italien et de la France, et que 11 ans après, on peut dire le prolongement de ce travail que j'ai suivi auprès de jeunes architectes, et maintenant d'architectes confirmés, soit confirmé par le fait que c'est eux qui, cette année, vont travailler sur ce qu'ils appellent les territoires, ou des bâtiments, ou des architectures infinies, et le fait d'avoir choisi 10 lieux qui ne sont pas 10 lieux d'architecture au sens formel, mais 10 lieux de pratique architecturale, le fait d'habiter et de le transformer, vous voyez, c'est un maillon supplémentaire, et je pense que vous êtes le maillon suivant. Il faudrait qu'on se retrouve en 2026, où on aurait un pavillon de la France qui traiterait des sujets sur lesquels vous travaillez aujourd'hui. Peut-on aménager soi-même le territoire pour le protéger, car les techniciens et les politiques ont échoué. C'est ça qu'il faut. Ils ont échoué. Voilà. Alors, bonne journée, et je donne la parole à Nicolas. Je peux. Bonjour à tous, merci de l'invitation. Moi, je souhaitais partager avec vous 3 réflexions assez courtes. La première, c'est, si on se retrouve, c'est qu'il y a un effet de sidération quand même de ce qui se passe. Il faut rappeler quand même qu'on peut saluer le fait d'avoir abandonné l'aéroport, parce qu'il faut aussi toujours regarder ce que l'on gagne, pas uniquement ce que l'on perd, mais qu'aujourd'hui on a du mal à comprendre ce déchaînement de violence très symbolique. Et donc je pense qu'on est éminemment sur un sujet symbolique, un sujet de communication aussi, car quand pendant des années on a essayé de diaboliser les habitants de ces territoires pour essayer de les renverser et de construire cet aéroport, une fois qu'on a diabolisé des personnes, c'est difficile de dire mais maintenant on va les laisser s'installer. Donc en fait on a un phénomène de piège de communication qui s'est mis en place selon nous, où à un moment donné la violence est l'ultime recours pour boucler une communication qui a dépassé les personnes qui l'ont initiée. Ça c'est une première réflexion. La deuxième réflexion, c'est que nous considérons, nous sommes nombreux avec Patrick évidemment, que nous sommes face à des défis d'une ampleur immense qui sont les défis écologiques et le défi politique et social, en sachant que tous ces défis-là sont liés, ce qu'on appelle les polycrises, qui sont la conjonction de l'ensemble des phénomènes dans un monde de plus en plus complexe. Et donc nous pensons très fortement que la puissance publique et la société civile que nous représentons aujourd'hui se doit d'encourager toute expérimentation, toute aventure exploratoire permettant de répondre à ces défis-là. Et pour nous, c'est vrai que ce territoire de la ZAD en Trame-des-Landes, mais il y a d'autres territoires par ailleurs, sont des endroits d'expérimentation, sont des lieux, on pourrait même appeler ça des incubateurs. La fameuse Startup Nation, elle se joue aussi à cet endroit-là, parce que les personnes ont décidé d'y vivre, ont décidé de mettre leur vie en fait à destination de ces alternatives et continuent d'y rester. C'est-à-dire que si c'était intenable, il n'y aurait pas eu une dizaine d'enfants qui seraient nés sur ces territoires-là, alors que le reste des campagnes se dépeuplent et les agriculteurs traditionnels se suicident aussi. Donc il faut aussi comparer ces situations. Il y a aussi énormément d'espoir dans ces endroits-là, et donc on a du mal à comprendre qu'à un moment où collectivement on doit s'engager dans ces transitions-là, on détruise manu militari ces lieux pionniers d'expérimentation qui pour nous sont des incubateurs nationaux qui ne coûtent en plus quasiment rien, qui sont totalement autogérés, autofinancés. Donc ça c'est une deuxième interrogation que l'on partage. La troisième, c'est les personnes que j'ai pu avoir hier soir et aujourd'hui qui sont sur site, parlent aussi d'une grande mobilisation des acteurs présents, d'un moral qui est très bon, et d'une solidarité qui est très touchante. C'est-à-dire que moi j'ai un ami que je connais qui habite là-bas me disant « je me sens vivant pour la première fois de ma vie ». Et c'est très émouvant de sentir que même dans ce conflit, à ce moment-là, en fait, les espoirs qui sont nés, ils sont pas éteints. Et donc il y a des personnes qui vont chercher les graines sous les décombres
des bâtiments qui ont été démolis parce qu'ils avaient laissé des graines pour des semences particulières, et donc ils vont dans les décombres chercher ces graines-là, et je trouve que l'image est assez incroyable d'imaginer que la pelleteuse a démoli ce que vous avez construit, mais en fait ils ne pourront pas démolir les idées qui sont portées. Donc ça, c'est d'une puissance très importante, et je pense que c'est important qu'on puisse se faire écho aussi de cette mobilisation sur place. Voilà, merci. Juste au passage, pour vous dire l'image qui est derrière nous, qui est une photo de Cyril Weiner de la maison des 100 noms qui a été détruite lundi, qui n'est qu'une partie du dispositif, c'était le lieu commun, mais avec cette maison vont tout autour d'autres cabanes qui sont des lieux individuels liés à ce lieu commun, va avec la bergerie, les moutons, le jardin, la cabane à outils, etc. Enfin, donc tout un dispositif de vie et d'habitation du territoire qui a été démoli lundi, de manière absolument incompréhensible. C'est un projet qui était déposé, officiel, qui était en voie de régularisation. Donc c'est vraiment l'exemple, le symbole de cette destruction absolument aveugle. Barbara, tu veux continuer? Oui, ok. Pour enchaîner sur les 100 noms, Jérôme Bachet, excusez-moi, vient d'écrire un très beau texte justement par rapport à l'histoire extraordinaire qu'on a pu partager, très nombreux, dans ce lieu, qui était un lieu d'accueil et un lieu d'intelligence, de réflexion, ce que moi j'appelle un vrai laboratoire d'anthropologie sociale. Moi je travaille au laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France, comme directrice de recherche au CNRS, mais je dois dire que quand j'ai été conviée à participer à la barricade des mots en novembre 2016, qui était organisée par le Talus, donc la bibliothèque de la ZAD, qui avait été créée comme un appel à soutien, et notamment aux éditeurs, pour qu'ils donnent des livres, il y a eu une réponse massive des éditeurs, notamment Sandra Alvarez de Toledo pour les éditions de l'Arachnien sur Deligny, qui ensuite est venu à la ZAD pour faire des ateliers de cartographie. Il y a une expérience de cartographie extraordinaire, de production qui ont été faites auxquelles vous avez participé bien sûr aussi, mais aussi d'autres gens. Et donc ce que j'ai vu à la ZAD en participant à la barricade des mots la première fois, qu'on avait commencé à l'EHESS, et il y a des gens ici comme Kirsten Ross qui a donc traduit Contrée, Geneviève Provost, l'historien Christophe Bonneuil. Il y a des gens qui enseignent à l'EHESS, mais surtout il y a des étudiants qui font des recherches dans toutes les ZAD de France et puis dans d'autres lieux de lutte à travers le monde, et notamment qui vient de sortir, comme il y a des milliers de Camille à travers la France, Camille le Petit, les ZAD, des espaces d'expérience et d'émancipation. Voilà, donc le travail se fait. Comme on avait participé avec Christophe au Collège de France à une grande conférence qui s'appelait « Comment penser l'Anthropocène », et on avait proposé le titre suivant qui était l'Anthropocène vu des gens qu'on veut mettre, de ceux qu'on veut mettre au musée ou à la rue. Toute la question, elle est là. C'est-à-dire que bien sûr, comme vous le dites, Patrick, il faut qu'il y ait des archives de toutes ces choses extraordinaires qui se font, mais l'urgence en ce moment, c'est non pas que ce soit des archives dans des musées ou dans des centres, mais que, contrairement à Calais, on permette à cette expérience extraordinaire de continuer à vivre avec tout ce qui s'y passe et avec tout ce travail qui est fait sur place. Par exemple, à la barricade des mots, il y avait Nico, des 100 noms, qui avait fait une histoire de la ZAD et qui est extrêmement érudit sur toutes les luttes et la commune et tous les mouvements comme qui concernent l'histoire de se défendre, de Elsa Dorlin. Je veux dire, il y a une continuité politique et culturelle dans les choses qui se passent sur la ZAD, dont nous avons à apprendre. Aujourd'hui, l'enseignement, il n'est pas que dans les institutions. Bien sûr qu'il faut défendre que les universités restent égalitaires et qu'on puisse y enseigner les choses qui nous importent, mais il faut surtout continuer à permettre à des lieux comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et tous les autres, à continuer à travailler ensemble de manière collective. C'est ce qu'ils nous ont démontré. Pour moi, il y a 2 ans, quand je suis allée à la ZAD, ça a changé ma vie.
Ça m'a aidé à faire mes propres recherches comme anthropologue. Ça m'a aidé à mieux mettre en relation les luttes que j'étudie pour les droits territoriaux des aborigènes d'Australie et des Amérindiens de Guyane qui se battent contre les mêmes choses pour d'autres mondes. Et donc, peut-être que je vais m'arrêter là, puisqu'il y a d'autres gens qui doivent parler. Alors, juste, Alessandro vient de nous rejoindre, donc bienvenue Alessandro, le micro va revenir. Bonjour, donc BTP, Bâtiments et Travaux Publics. Voilà, donc la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes s'oppose en tout point au bétonnage et au partenariat public-privé qui se passe du consentement des habitants, et pourtant la ZAD est un bâtiment qui relève des travaux publics, et c'est un chantier public. Quand lors des rassemblements, des personnes de tous âges, de tout sexe, de tout métier, scandent « la ZAD est à nous », elles savent exactement ce qu'elles disent. La ZAD est un chantier public, libre d'accès, un chantier éminemment ouvert au public. Ça fait 10 ans que la ZAD offre la possibilité à qui passe par là, des riverains aux curieux, des militants, à tous les sympathisants, de faire des chantiers collectifs. Il y a des milliers de mains anonymes, invisibles, qui ont pris le marteau. Moi, j'ai commencé en 2012, en décembre 2012. Qui ont tenu le marteau, la scie, tenu des cantines, apporté des graines, arrosé des semis, sans savoir pour quelle cabane ils allaient bâtir tout cela, sans savoir qui avait eu l'idée du chantier, sans savoir ce que serait la fonction de cette cabane, peu importe. La ZAD n'a pas été façonnée, a été façonnée durement et avec bonheur par ses habitants, mais aussi par une noria ininterrompue de gens anonymes qui sont en train de se réveiller, et qui ont mis la main à la pâte. Donc quand les forces de police mettent à terre ce qu'ils imaginent des petites cabanes ou des vergers tenus par des petits groupes, ils arasent un espace commun, communal, mis à disposition du commun des gens. Et si l'État continue, cette entreprise de construction, c'est la colère du commun des gens et l'assemblée de tous les contributrices et contributeurs qui sont des milliers, des millions, j'ose le dire, à faire ce bel ouvrage. Donc cette manière-là de lutter, l'État l'envisage pas, le prévoit pas, mais donc du coup, effectivement, il y aura une manifestation de réoccupation dès dimanche, c'est-à-dire en pleine expulsion, pas après, mais pendant, parce que justement, toutes ces petites mains qui sont venues, soit directement, soit indirectement, en faisant des dons, etc., depuis 10 ans, vont venir chercher le petit bout de cabane qu'on a détruit. Et donc les habitats légers et les formes agricoles et artisanales légères qui se passent d'un emprunt bancaire, comme c'est le cas à la ZAD, de l'eau de Veolia, de l'achat de centaines d'hectares, de machines neuves et sophistiquées, qui se passent de l'électricité du nucléaire, constituent une alternative absolument réaliste et viable, et c'est ce que la ZAD montre tous les jours, mais aussi bien d'autres lieux en France qui ont la chance de ne pas être assiégés, et donc qui donnent un modèle absolument réaliste et viable pour des millions de gens qui s'échinent à vivre entre 4 murs, sans jardin et sans les embouteillages, et qui aspireraient à autre chose que les embouteillages du salariat précaire. Des enquêtes sérieuses menées par des sociologues, mais aussi toutes les personnes qui vivent de cette manière-là, qui auto-enquêtent sur leur propre vie, en faisant des blogs, en mettant à disposition tout leur savoir, comme le fait le site de ZAD Nadir et tous les blogs connectés à la ZAD, montrent tous les jours que ce mode de vie est absolument d'avenir, est présent et viable, et sur des petites parcelles agricoles que, évidemment, les gouvernements successifs n'ont jamais voulu légiférer et reconnaître ce mode de vie. Donc le gouvernement peut raser des bois, des champs, des maisons de terre, de paille, des yourtes, des roulottes, mais il ne pourra pas raser ces idées-là, ces modes de vie-là, arborescents, qui parlent à tout le monde, parce qu'ils sont d'une simplicité telle qu'en fait les gens causent et se disent tiens, c'est assez facile en fait à mettre en œuvre. Et donc ce mode de vie qui est en marche, on va arrêter on ne peut pas s'approprier le terme en marche, c'est pas possible. Donc ce mode de vie, aujourd'hui tout le monde le connaît. Il n'est plus possible aujourd'hui que quelqu'un ne connaisse pas quelqu'un qui vit ici et maintenant autrement. Voilà. Donc de toute manière, la masse est là, et elle sera là dimanche prochain. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un non-lieu, ce n'est pas un hors-temps, ce n'est pas éphémère, c'est absolument vivant. Et c'est ce que nous allons démontrer tous ensemble.
désolé, j'arrive en retard et tout ça. On dirait que j'ai fait une mise en scène pour rentrer dans le cliché du zadiste, mais c'est pas le cas. Et je suis pas du tout zadiste à temps complet. Je viens de passer 3 semaines sur la ZAD et c'était mon premier passage là-bas. Et en gros, quand là on a commencé à reparler de Notre-Dame-des-Landes il y a quelques mois, je me suis un petit peu tapé le front en me demandant pourquoi je n'étais pas allé plus tôt, étant donné mes centres d'intérêt, vu que, en gros, ça fait plusieurs années que je suis, peut-être je le dis quand même, je suis ancien universitaire, chercheur en anthropologie cognitive et reconverti récemment dans la bande dessinée. Et en bande dessinée, je travaille sur la relativité du concept de nature, l'idée que la notion de nature est une construction sociale occidentale relativement récente et que la plupart des autres peuples du monde se passent de la distinction nature-culture. Ma première BD, c'est un documentaire chez les Givaro où je repars sur les traces de Philippe Descola, qui est un des anthropologues qui a théorisé là-dessus. Et Descola, avec d'autres gens, d'autres anthropologues, commencent à dire que notre concept moderne de nature a fait son temps et qu'il faudrait commencer à apprendre à penser sans. Et c'est très beau, mais assez abstrait. Et du coup, il a fallu vraiment que qu'on me mette le nez dessus pour comprendre que c'était dans les ZAD que prenait une forme concrète cette idée-là, que en gros la distinction nature-culture se dissolvait, qu'il n'y avait plus des questions sociales d'un côté, des questions environnementales de l'autre, mais juste des questions existentielles qui concernaient la façon dont on voulait vivre dans un lieu donné. Du coup, je suis allé voir, et c'est un hasard que les expulsions aient commencé à ce moment-là. J'ai été assez impressionné, en l'occurrence j'ai été vraiment très surpris par plein de choses et très bien surpris, notamment par le fait qu'effectivement, les propos assez théoriques et abstraits que je lisais dans les textes d'anthropologie avaient vraiment une réalité très concrète, c'était vraiment un rapport au monde qui mettait au premier plan tous les liens, vraiment des plus métaphoriques aux plus concrets, avec les plantes, les animaux, élevés ou sauvages, avec les éléments du territoire, que chaque planchette récupérée qui construisait une cabane, on avait un rapport, un lien avec. Et donc tout ça m'a beaucoup plu. J'ai à peine commencé à découvrir un tout petit peu. J'ai découvert aussi l'espèce du punk des bois que je ne connaissais pas. C'est des gens dont le profil que j'étais habitué à voir dans des squats périurbains, dans des free-parties, etc., et qui là vivent dans les bois, connaissent le nom des plantes et des animaux, font des petits rituels mignons. Enfin, c'était vraiment... J'ai été très, très touché et impressionné aussi. Et peut-être quand même, vu le contexte, je vais parler des 2 derniers jours, parce que moi j'avais aucune expérience à peine de manif, en tout cas d'émeutes et de violences policières, ça me parlait pas trop. Hier matin, j'ai été réveillé on avait mis le réveil à 5h parce que c'était censé commencer à 6, on m'a réveillé à 3h du mat avec une petite voix qui m'a dit ça a commencé, il y a du café. Donc, et lundi, c'était vraiment tragique, j'ai juste assisté ils ont juste marché sur la ZAD en cassant tout sur leur passage, la chute des 100 noms, je ne sais pas s'il y avait certains d'autres d'entre vous qui étaient, c'était vraiment poignant. Enfin voilà, ils ont abattu ça à la pelleteuse sous les yeux des habitants en pleurs, qui à peine la pelleteuse est partie, sont revenus chercher genre une tablette de chocolat, les semis qui apparemment séchaient dans la cabane et qui étaient très importants pour eux. Et hier matin, mais j'ai l'impression que ça a duré 6 mois en fait, mais en fait c'était 2 jours. Hier matin, pareil, on s'est réveillé à 4h30 du matin, il y avait déjà l'hélicoptère au-dessus, c'était déjà un nuage de lacrymo sur tout le bocage, et il y avait l'hélicoptère qui balayait la zone avec un gros phare. Et moi j'accompagnais 2 personnes, mais qui étaient beaucoup plus expérimentées que moi dans ces choses-là, donc j'étais un petit peu effrayé. Il y avait la présence des cheveux blancs qui était très rassurante, c'est des vieux qui ont créé des vieux entre guillemets, qui s'autodéfinissent comme ça, qui ont créé un camp là-bas, et à chaque fois que j'étais un petit peu effrayé, je me retournais, j'avais 3 cheveux blancs autour de moi qui avaient l'air parfaitement rassurés, donc ça aidait. Et donc les 2 personnes que j'accompagnais voulaient aller au Vrai Rouge, qui est un petit jardinet, que je connaissais pas, et quand ils m'ont dit il faut qu'on aille au Vrai Rouge, c'est ça qui est attaqué, spontanément, vu que j'ai encore les images clichés, je me suis dit ça doit être un squat de punk, j'ai visualisé un truc en tôle avec des mecs à crête dedans, et je suis arrivé dans je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent peut-être le lieu, c'est un petit jardinet vraiment adorable, avec une petite culture et 3 cabanes en bois sur pilotis, toutes mignonnes. Et donc au bout de ce jardin, ils avaient monté une barricade comme ils pouvaient. Il y avait
un blindé collé contre la barricade et un mur de gendarmes devant. Vous me dites si je suis trop loin, je peux revenir là-dessus après. Et les habitants des Vrais Rouges qui se tenaient et qui étaient devant et qui ne bougeaient pas, qui n'étaient pas du tout, évidemment, qui étaient pour la plupart pas tellement jeunes. Et quand le blindé a commencé à avancer dans un nuage de lacrymo, ils n'ont pas bougé d'un poil. Ils ont juste repeint les vitres du blindé et les casques des gendarmes mobiles. Moi, c'était irrespirable. Je ne sais pas comment ils faisaient. Moi, je reculais en permanence. J'avais pas d'expérience des lacrymos et des grenades assourdissantes. J'ai frôlé l'évanouissement. Il y avait un rossignol qui a chanté tout du long. Ça, j'ai pas pigé aussi. Je crois que les oiseaux, quand ils se sentent menacés, ils continuent à chanter pour montrer qu'ils n'ont pas peur. Donc, c'était assez symbolique. Et de fait, ils ont poussé toute la matinée, mais ils n'ont pas réussi à enfoncer cette barricade. Et pendant ce temps-là, tu avais les plus agités qui les harcelaient de pierres par l'autre côté. Ils ont fini par reculer. Et ils ont reculé de 20 mètres, ils se sont arrêtés. Là, il y a des cocktails Molotov qui sont tombés sur le blindé, qui ont enflammé une roue, et ils ont reculé, ils n'ont plus jamais. Et tout l'après-midi, ils ont essayé de reprendre les Vrais Rouges, et ils n'ont pas réussi. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais la nuit tombée, c'était encore debout. Et hier soir, ils ont réavancé dessus, on est retourné, alors que tous les gens avaient dormi en gros 1 heure ou 2 dans les nuits précédentes. On est retourné voir, finalement, c'était une fausse alerte, c'était les punks des bois qui les harcelaient par l'autre côté, qui sont vraiment des génies, parce que pareil, physiquement, je ne sais pas comment ils tiennent. Donc voilà, ça n'a peut-être pas grand rapport avec la conférence, mais vu que j'en reviens juste et que je suis un peu sonné, que ça a été une découverte complète pour moi, je racontais ça. Mais sinon, sans ça, je suis chercheur et je peux vous parler de la distinction nature-culture, tout ça. Bien, donc le moral est bon. Anne, Christine, tu veux... Bon, moi, je vais reprendre dans ce qu'a dit Patrick. Je crois que c'est très important, cette idée d'occuper le territoire. Parce qu'il me semble bien, enfin, vous me direz si je me trompe, mais que le territoire de Notre-Dame-des-Landes avait été condamné culturellement, politiquement, si on veut, comme territoire humide à être incapable d'agriculture, ce qui est le cas de pas mal de territoires en France. Et là, on est à un basculement qu'on a vu d'ailleurs s'exprimer aussi en Italie avec le bouquin de Alberto Magnani, c'est un bouquin qui a été publié par Le Seuil. Les Piémonts avaient été condamnés comme des endroits non utilisables par l'agriculture moderne. Et donc le projet d'Alberto Magnani, c'est de redévelopper ces endroits de Piémont et il l'a fait expérimentalement à un certain endroit. Donc, bon, pour moi, ça, c'est une chose importante. Deuxième chose importante qui fait que je ne me suis pas intéressée suffisamment à Notre-Dame-des-Landes, c'est que j'avais participé à Paris et en région parisienne aux expériences de l'atelier d'architecture autogérée, de fermes urbaines, de jardins, pas les jardins partagés de la ville de Paris, mais de jardinage collectif, etc. Et à chaque fois, le problème de la propriété du terrain, qu'elle soit publique, enfin essentiellement publique, pardon. Et à chaque fois, il s'est agi de discussions avec de la propriété publique. C'est quelque chose de fondamental qu'il faut arriver à traiter. Et il me semble que là, j'ai jamais entendu suffisamment qu'on le fasse. Alors, l'expérience de l'atelier d'architecture autogérée, il y a eu un premier truc dans rue Pajol, dans les hangars SNCF, où la culture se faisait en palette, tout le quartier participait. Total, la SNCF a revendu pour 1 franc, 1 euro symbolique à la ville de Paris, qui a fait plein d'équipements, dont un espèce de jardin pas partagé du tout. Deuxième étape, les HLM filent à l'atelier d'architecture autogérée un espace entre 2 immeubles pour faire de l'animation. Et là, l'espace a été donné, semble-t-il, définitivement, c'est même repris par la ville, contracté, etc. C'est tout petit, mais c'est un espace au 56 rue Sablès qui est géré par les habitants avec de l'agriculture, des conférences, des cours, tout ce qu'on veut. Et ils ont essayé de faire quelque chose à Colombes, parce qu'au départ, il y avait des élus verts à la municipalité, et dès que la municipalité a été renversée, est devenue les Républicains,
ça a été une espèce de guérilla qui s'est terminée par le fait qu'on a réussi à déménager le bâtiment qu'ils avaient construit pour le mettre à Gennevilliers, où la municipalité a été d'accord pour passer un terrain, et la ferme urbaine de Gennevilliers est inaugurée tout à l'heure, à 17h. Bon. Mais notre histoire de Colombes, qui a duré des années, avec pétition des habitants, etc., alors qu'il y avait de l'agriculture qui se faisait, qu'il y avait un bâtiment qui avait été construit grâce à une subvention de l'Europe, enfin, il y avait vraiment beaucoup de facteurs positifs et soutenants. Du jour où la municipalité a retiré le tapis, on n'avait rien que le bon vouloir de la municipalité. Donc je trouve que c'est un sujet sur lequel il faut travailler ensemble, parce que je pense que, enfin pour des tas de raisons, parce que je travaille dans l'urbanisme depuis très longtemps, et puis que mon papa était le spécialiste de la propriété publique au Conseil d'État, que vraiment le droit de propriété est le droit que l'État défend en premier, avant toute chose, dans un pays qui se veut en plus de plus en plus fondé sur la rente et l'imposition sur la rente, etc., la rente foncière et immobilière. Donc voilà mon message, travaillons ensemble pour pas simplement régulariser avec des associations de 1901, parce que ça on reste complètement dépendant, mais autre chose quoi, et en englobant tous les terrains où il se fait des trucs partout. Hein. Alors, parce qu'il peut y avoir aussi un autre destin de ces choses. Hein. À Nantes, précisément, des chercheurs avaient écrit dans les Annales de la recherche urbaine un article super intéressant sur le fait qu'il y avait eu des tas de squats culturels dans l'île de Nantes, et le jour où la municipalité a voulu faire un projet d'urbanisme gentrifié, blablabla, ils se sont appuyés sur en fait le travail qu'ils avaient fait de contractualisation avec des tas de jeunes artistes avant pour reprendre tout en faveur de leur projet de gentrification. Et il y a beaucoup d'analyses, quand même de sociologues, peut-être pas d'anthropologues, mais de sociologues, qui disent que toutes ces expériences très sympas de travail collectif sur des terrains, si on n'y prend pas garde, sont des antichambres d'une gentrification, d'une modification dans un sens autre que celui qu'on voulait, mais utilisant les linéaments qu'on a posés. Et là, par exemple, à Notre-Dame-des-Landes, le linéament qu'on a posé, c'est qu'une zone humide peut être cultivée, ce qui n'était pas exactement le cas auparavant. Christine, toujours pas. Ok. J'avais pas prévu de parler, j'avais même pas prévu de venir ici, donc désolée, ça va être cafouillis. Je parle en tant qu'étudiante à l'EHESS et en tant que personne j'ai grandi à côté de la ZAD, juste à côté. Moi, en fait, j'ai envie de parler là parce que je suis trop en colère. Je suis trop en colère face à... En fait, c'est bien, c'est des jolis discours, je suis sûre que vous êtes des gens très intéressants, mais pour moi, ils n'ont aucun sens si on les articule pas avec des gestes. Il y a eu un appel de la ZAD qui disait d'occuper les lieux de pouvoir. Et moi, je pense qu'on fait partie de ces lieux de pouvoir. En tant que chercheur, en tant qu'étudiant de grandes écoles, on pourrait très bien faire plein de choses. On pourrait très bien bloquer nos lieux de pouvoir, le CNRS, je sais pas, des grandes écoles comme le HESS. Là, il y a une occupation à l'EHS qui est en cours. Et il y a que la ZAD, mais la ZAD, l'expulsion de la ZAD, elle fait partie d'un contexte qui est plus large, en fait. Elle fait partie aussi d'un... Moi, je ne comprends pas, en fait, comment, en tant qu'intellectuel, en tant que chercheur, on peut continuer à ne rien faire concrètement, en fait. Je ne comprends pas. Je me demande, ça va durer jusqu'à quand, alors que même le milieu universitaire, l'institution universitaire est en train de s'effondrer avec les politiques néolibérales. Et voilà, moi, j'aimerais bien qu'on s'organise un peu ensemble. C'est tout. Non, juste parce que comme Gilles Clément a
signé donc, voilà, le soutien à la ZAD, et que Gilles n'est pas là, et qu'on a fait un travail il y a très longtemps avec Gilles Clément, Vincent Renard et moi-même sur justement le sujet que Anne a développé. Et il y a des terrains plutôt, la valeur du terrain est variable. On pourrait dire en effet, un terrain agricole qui ne correspond pas à une exploitation agricole industrielle n'a pas de valeur agricole. Et donc on peut dire, on en fait, mettons, un aéroport. Et d'autres disent, non, ce terrain a une valeur sociale, écologique, culturelle et autres, donc ce n'est pas une valeur commerciale. Et après, en effet, on l'occupe et on révèle qu'il peut avoir donc une valeur agricole par une autre pratique agricole. Et les gens qui ont découvert cette nouvelle pratique agricole, on les expulse au prétexte qu'il faut le remettre dans la propriété publique. Vous voyez, c'est un truc de fou, quoi. Alors on avait, avec Gilles Clément et Vincent Renard, fait un inventaire, mais ce qui est assez compliqué, sur ces terrains qui ont une valeur nulle dans le marché actuel ou une valeur négative par rapport donc, au marché. Alors on peut dire, mettons, qu'un terrain pollué a une valeur négative, puisque pour le remettre sur le marché, il faut dépenser plus pour le dépolluer que ce qu'il ne vaudra sur le marché. Donc est-ce qu'on pourrait dire, mettons, que ces terrains qui ont une valeur négative, nous nous en occupons, puisque la collectivité ne s'en occupe pas. Et est-ce qu'on peut nous les donner? Alors en faisant cette liste des terrains à valeur négative ou nulle, on s'est rendu compte qu'il y avait 1 million d'hectares en France. Qui étaient donc comme ça, des bords d'autoroute, des bouts de parcelles non aménagées, des zones agricoles considérées comme n'étant pas exploitées et tout. Et c'est vrai qu'après, il faut donc trouver un moyen qui permet que si on le prend, ce terrain, parce que dès qu'on se met dessus, immédiatement quelqu'un dit « mais ça n'est pas à vous, voilà, vous n'avez pas le droit d'y aller », même si personne ne s'en sert. Et vous en servez, on dit « ah, vous n'avez pas le droit, c'est pas à vous ». Il faut qu'on trouve un moyen juridique ou un moyen légal qui permet de dire « si je prends possession de ce terrain, alors on me le donne pour un temps long. Je n'en veux pas la propriété au sens bourgeois du terme, mais j'en veux en fin de compte une appropriation ou une utilisation qui permettrait que je relève le défi, comment nous dire là, collectif. Il n'y a aucune raison que nous n'ayons pas les compétences, parce qu'il y a un échec complet du politique et de la technique sur cette politique d'occupation du territoire. Nous, chercheurs ou praticiens ou simplement habitants, nous avons le droit de prendre possession d'un bien commun, d'un terrain qui est abandonné, qui a une valeur nulle, voire négative, dont nous le voulons pour un temps long, et non pas juste pour le temps, qui sera le temps que j'occupe, et qui sera donc un jour expulsé, parce que le droit de reprendre. Alors il y a une disposition qui existe très peu en France, qui existe dans d'autres pays anglo-saxons, qui est le bail emphytéotique. Et de dire, en fin de compte, je ne veux pas la propriété, mais je veux, donc par un contrat que je passe avec le propriétaire, m'occuper de ce terrain pendant le temps où, en fin de compte, il n'a pas de valeur commerciale. Et donc ce bail emphytéotique vous protège. Moi, à Marseille, on a eu un bail emphytéotique de 45 000 m², donc de 4 hectares et demi, pour 35 ans. Voyez. Et donc pendant 35 ans, les gens qui occupent la friche de la Belle de Mai ne peuvent pas être mis dehors, parce qu'on a signé ce bail emphytéotique. Et quand on l'a signé, il a été signé en fait compte majoritairement par le conseil municipal, car le conseil municipal ne voulait pas prendre en charge un squat ou un lieu qui était occupé par des gens dont il considérait que c'était de la merde. Et donc il faut profiter de ce moment où il y a la non-valeur, où nous, en fin de compte, on considère qu'il y a une valeur cachée, et donc nous prenons possession de cette valeur cachée, et nous nous protégeons pour le garder pour un temps. Voilà, c'est sur ça qu'on devrait vraiment travailler, parce que c'est dans le droit français. Voilà, c'est même pas un truc à inventer. Et si vous regardez dans le code rural, parce que comme là, on a un retour justement sur une partie du territoire qui est abandonnée sur le plan de la ruralité et de l'agriculture, si vous regardez, et on pourrait faire d'ailleurs des lectures, parce que moi je suis un très grand amateur du code rural et forestier et un grand amateur du code civil, on peut lire des articles du code qui nous donnent les droits que l'on réclame, y compris même pour l'agriculture. Je donne toujours cet exemple. Ce qui fait la valeur d'un terrain, c'est ce que le terrain produit, ou c'est la valeur de celui qui l'habite. Je suis propriétaire d'un champ, je le loue à Anne, et dans ce champ, il y a un pommier. Le pommier est à moi, mais la pomme est à elle. Elle loue le terrain, mais la pomme est à elle. C'est-à-dire la richesse du pommier est à elle. Et pour peu que là-dessus, on mette un apiculteur
qui va amener donc des abeilles. Les abeilles vont être logées sur ce terrain qui est loué donc à Anne, et l'abeille va aller sur un autre terrain pour voler du sucre et du pollen, et c'est parce qu'elle va voler du sucre qu'elle va fertiliser le pommier qui produira une pomme que Anne pourra manger. Voyez. Et donc, essayons de faire des lectures comme ça, mettons, du code rural et forestier, pour s'apercevoir que si on le déplaçait en le remplaçant par les éléments d'actualité qu'on est en train de décrire, nous pourrions prendre possession pour un temps long d'un terrain et nous n'aurions pas le droit d'en être expulsés. Enfin, voilà, ils n'auraient pas le droit de nous expulser. Parce que là, c'est pas possible. Enfin, c'est vrai que c'est impossible. C'est impensable. Quand on voit l'image de la maison et ce qui s'est passé dans cette maison, c'est impensable qu'on la démolisse sans histoire. Et non, et quand, en effet, c'est pas pour faire un dépôt pour un dépôt, mais je pense que comme il y a des choses qui vont disparaître, y compris pour les gens à venir, il faut qu'on garde tout ce qu'on a fait. Parce qu'on ne cesse de faire des expériences et on n'empile pas ces expériences pour en faire un objet de droit commun. Quoi. On doit le connaître pour le transmettre. Non, en effet, il faut qu'on se compte, il faut qu'on agisse et il faut qu'on tienne. Voilà. Et il faut qu'on fasse avec bonheur. Parce qu'en effet, l'enseignement à l'université ne se fait pas avec bonheur. Dans les laboratoires de recherche, il n'y a pas de bonheur. Et là, il y a du bonheur. Donc on ait envie de vivre. Puisqu'on parle de territoire, ce que je connais le mieux, c'est l'expérience australienne. On ne pensait pas du tout qu'il était possible en Australie, qui n'est pas du tout un exemple d'État aujourd'hui, il s'y passe des choses terribles, y compris dans les villes. On empêche complètement le genre d'expérience dont parlait Anne. On vient de fermer un immense marché où des milliers de gens venaient acheter des choses et sous prétexte qu'il n'y avait pas assez de parking autour. Donc ça vient de se passer là, il y a une semaine. Donc ça fait perdre des ressources à tous les gens qui essayaient de faire des formes alternatives de jardins urbains. Mais ce que je veux dire pour l'Australie, c'est que au début des années 90, enfin ça a commencé dans les années 80, il y a un aborigène qui s'appelait Mabo qui a eu l'idée de prendre à partie la loi australienne pour remettre en question la notion de terra nullius qui avait justifié la colonisation de l'Australie. Ça a pris 12 ans, il est mort avant la fin heureuse de cette prise à partie. Des avocats l'ont accompagné pour remettre en question la constitution australienne et la notion de terra nullius, c'est-à-dire que le territoire n'appartenait pas aux premiers habitants qui étaient les aborigènes. Depuis que cette loi a eu lieu, on ne règle pas tout par les lois, mais ça a donné un chantier de centaines de revendications territoriales aux aborigènes pour se réapproprier leur territoire. Et pour y faire, des expériences de mode de vie qui sont alternatifs et qui sont vraiment en résonance avec une réponse au type de problèmes que nous avons aujourd'hui sur la planète. C'est-à-dire de se battre notamment contre les grandes compagnies multinationales de gaz de schiste ou comme en Guyane, l'actuelle montagne d'or qui veut détruire la forêt avec un trou aussi grand que la tour Eiffel inversée et qui détruira complètement la biodiversité, pas seulement pour la forêt, la Guyane, mais aussi pour la planète. Donc, personne n'y croyait au début. Les avocats qui ont pensé faire ça, c'était un peu comme un jeu, d'arriver à transformer la législation. Bon, la partie n'est pas gagnée, mais il y a quand même des aborigènes qui aujourd'hui ont suffisamment de droits sur leur terre pour déranger et le gouvernement fédéral et les gouvernements d'État, et c'est pour ça qu'on veut fermer les communautés aborigènes avec des violences tout à fait parallèles à ce qui se passe à la ZAD, pour que justement ils ne puissent plus empêcher les compagnies de faire des choses ou d'enterrer des déchets nucléaires. Ce que je veux dire, c'est qu'en France, nous avons la notion dans la Constitution de la République indivisible. Et aujourd'hui, il n'y a pas que... Il y a évidemment les peuples autochtones français qui ont été colonisés par la France, que ce soit en Guyane, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, qui essayent de faire passer l'idée d'une forme de gestion collective de leur communauté et de leurs terres. Ce n'est pas une vision passéiste, c'est une réponse au futur, au présent et au futur. On veut nous faire croire que ce qui se passe à la ZAD, c'est une utopie, ou que, voilà, c'est un truc, c'est un luxe de gens sur un petit territoire qui se prendraient pour une communauté, je ne sais pas quoi. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, comme je disais tout à l'heure, de ce laboratoire en cours, au sens écosophique de Guattari, c'est-à-dire que la question de l'écologie, elle noue ensemble
l'environnement, qui n'est pas que l'environnement de la nature, mais qui pour Guattari était l'environnement urbain. Lui-même ne dissociait pas la nature et la culture. L'écologie sociale et l'écologie mentale. Et tout ça est traversé par une reconnaissance des hétérogénéités, ce que la ZAD démontre depuis le début, et tous les autres lieux comme les ZAD dans le monde. Et donc, c'est ça qui est en jeu pour nous tous, et ça, c'est une vision d'aujourd'hui et d'avenir. Je voudrais juste dire une dernière chose. En novembre dernier, j'étais invitée par le Campus Condorcet, qui est ce grand programme de l'État de réunir 11 établissements, dont le HESS, vous êtes nombreux ici de l'EHESS, qui est en cours de construction. C'est une série de conférences qui s'appelle, cette année, « Un monde fini ?» point d'interrogation. On devait répondre à ça. J'ai répondu par une proposition qui était « Résister au désastre des aborigènes à Notre-Dame-des-Landes ». Le 20 novembre, j'ai invité 2 zadistes, Jojo et Ouma, à intervenir pour parler de Notre-Dame-des-Landes. Tous les conférenciers qui font une conférence là sont mis en ligne sur le site du Campus Condorcet. 2 mois plus tard, en janvier, a été mise en ligne cette conférence en coupant les 10 minutes avec Jojo et Ouma. Jojo et Ouma, Jojo qui, vous pouvez voir sur YouTube, sont formidables exposés sur la mémoire, où il parle de l'histoire du bocage qu'il a travaillé lui-même en allant voir de façon très anthropologique de tous les paysans et interviewer plein de gens, et donc il est en quelque sorte comme ça, une espèce de livre vivant, a fait un témoignage magnifique. Ouma aussi, ils ont eu plein de questions dans la salle, ça se passait à Aubervilliers, dans l'espace Renaudie, ça a été coupé. Bon, moi, j'ai demandé au Campus Condorcet de remettre ces images. Ils ont refusé, mais ils m'ont restitué les images. Vous pouvez les regarder sur le site du laboratoire d'anthropologie sociale. On doit faire des petites choses, et toutes les petites choses, comme des fourmis, c'est ça la force qui a fait changer des choses. Et on doit se battre pour changer la loi en France, pour reconnaître la possibilité de collectivités territoriales qui puissent gérer de manière autonome leur espace. Ça c'est un chantier pour les avocats avec beaucoup d'autres spécialistes et surtout acteurs de terrain pour changer la loi en France. Pour ma part, je vais défendre un peu la beauté du hasard en quelque sorte, puisque cette aventure de Notre-Dame-des-Landes, vous voyez, on parle d'école, on parle de l'écosophie de Guattari, etc. Il y a un enjeu d'avenir qui paraît évident. Si la ZAD fait école, si la ZAD a une vocation à attirer la jeunesse, c'est qu'elle parle de l'avenir. Cette ZAD, elle s'est constituée un petit peu par hasard pour cette lutte contre l'aéroport, et puis la lutte a duré, les gens se sont retrouvés ici, tout ça s'est un peu organisé parce qu'il faut bien vivre, tout simplement. Les jours passent, les semaines passent, et puis il fait froid, il fait chaud, il faut manger, et donc s'est installée la vie comme ça de manière extrêmement pragmatique. Et puis simplement avec le temps, il faut reconnaître à cette communauté ou à cette constellation de communautés qui constitue aujourd'hui la ZAD, une espèce de préscience politique de s'être posé les bonnes questions et de se les poser joyeusement et sur le terrain. Et donc il y a une espèce de volonté qui est partagée par tous, je pense, d'affronter enfin les actes essentiels de nos vies. Parce que c'est ce à quoi on est à peu près interdit dans les métropoles. Les espaces de liberté pour agir et prendre en charge les conséquences de nos actes sont extrêmement réduits. Tout d'un coup, là-bas, petit à petit, encore une fois, par le hasard des rencontres, de la situation, de la lutte, s'est installée une tentative, une expérimentation incroyable de vie. Et si elle est incroyable, et si elle nous intéresse, et si on la défend avec cette ferveur-là, c'est qu'elle tisse toutes les questions majeures de l'avenir qui nous concernent. Elle tisse l'écologie, l'agriculture, l'anthropologie, le politique. Cette expérience-là, c'est vraiment une question de négociation permanente avec tout, avec les paysans en place, avec l'histoire, avec le bocage, avec la technique,
etc. Et à chaque fois, la négociation, ça veut dire qu'il faut réinventer des moyens, réinventer des relations avec les tritons, avec les paysans, avec les policiers, y compris quand la gendarmerie arrive, ils continuent à inventer des répliques étonnantes, y compris juridiquement, quand l'État leur demande de régler individuellement les choses et de devenir propriétaire d'une parcelle, etc. Ils disent non, ouvrons le chantier de la question juridique et on va régler ça collectivement. Et encore une fois, ils ouvrent là des manières de penser qui sont notre avenir à tous. L'enjeu de cette expérimentation, c'est simplement qu'elle puisse avoir lieu. Personne là-bas ne réclame que ça fasse modèle et que tout le monde entier soit régi par des ZAD, etc. Ce n'est pas du tout la question. Simplement, là-bas, il y a une tentative et ça paraît aujourd'hui absolument insupportable, mais incompréhensible politiquement, de défaire des gens qui sont simplement en train de travailler à notre avenir commun. On a assez de chantiers comme ça qui sont difficiles à mettre en œuvre, et eux ne réclament aujourd'hui que du temps, en gros. Que du temps pour pouvoir développer ce projet-là, collectif, original, complexe, et de pouvoir continuer à démontrer que le bocage, c'est un bocage habité, et que l'habitation même du territoire, et ici c'est un territoire rural, mais que les modalités, l'enjeu du siècle qui vient, c'est simplement la question de la matérialité de nos vies, le support matériel de nos vies, qui est la cause principale, en gros, du dérèglement climatique. Eux sont hors des métropoles, et c'est à mon avis extrêmement décisif qu'on ait des modèles comme ça d'avenir qui se situent hors des métropoles. Ça ne règle pas toutes les questions, et notamment pas les questions métropolitaines, où il faut inventer d'autres manières comme ça de vivre de manière singulière, libre et heureuse. Mais hors des métropoles, voilà là une expérience qui porte, à mon avis, les enjeux majeurs de l'invention d'une vie agroécologique, politique, correcte. De voir qu'aujourd'hui encore, après voilà, plus de 50 ans, j'ai fait il n'y a pas très longtemps l'historique un petit peu des décisions internationales, officielles, d'alerte de scientifiques, etc., depuis le rapport Meadows de 72, mais ça a commencé avant jusqu'à aujourd'hui, on en est à des dizaines de décisions, des dizaines de sommets mondiaux qui sont pilotés par l'ONU, qui sont des dizaines de pétitions. Encore en novembre dernier, 15 000 scientifiques lancent une seconde alerte à l'humanité en disant « Attention, nous sommes dans une situation d'urgence, la Terre et la vie qu'elle porte est notre seul foyer. Il faut développer absolument des solutions alternatives de vie. Tout citoyen, tout scientifique, toute la jeunesse doit saisir les politiques pour leur exiger qu'ils prennent des décisions qui permettent la continuité de cette vie humaine sur Terre. Ça fait 50 ans que ces alertes-là sont diffusées. Personne, au niveau des décideurs, ne s'implique à la hauteur de l'enjeu de ce côté-là. La conclusion de ça, c'est que si personne ne le fait au niveau des décideurs, nous, on peut le faire. Il n'y a pas besoin d'attendre, il faut arrêter d'attendre de ce côté-là. Ça ne viendra pas, ça viendra d'ailleurs. Et par contre, du côté de la ZAD, c'est en train de venir. Et encore une fois, la ZAD, c'est qu'un exemple. Il y en a 1000 autres. Mais ces choses-là sont évidemment l'avenir de la négociation politique avec les humains, avec le bocage, avec tous les milieux. Et cette question de l'habitation de la Terre, qui est en train de se discuter là, dans le bocage, est absolument centrale. Donc, oui, c'est symbolique, tu disais Nicolas. Quelques centaines de personnes dans quelques centaines d'hectares dans le bocage monté. Franchement, il n'y a pas de quoi faire de ça un cas de menace de l'ordre de la République, etc. Ces gens-là ne coûtent rien à personne, ils veulent juste qu'on les laisse aller de l'avant dans cette expérimentation qui est simplement notre avenir commun. Juste un petit mot, moi c'est quelque chose qui me... Enfin, la situation politique générale me rend un peu confus, mais s'il y a bien quelque chose dans la ZAD qui est intéressant aussi au-delà de l'expérience en elle-même, c'est que
il y a radicalement une affirmation qui est incompatible avec la gouvernementalité d'aujourd'hui, quoi. Et au point où il y a des gens qui sont prêts à s'effriter avec les flics et aller cramer des blindés de la gendarmerie. Donc il y a quelque chose là qui nous parle là aussi de, non pas quand même des négociations, mais d'une affirmation qui est radicalement donc une sorte d'extériorité, des négativités aussi, de dire non, il y a un endroit dans lequel il y a des gens qui disent non, et ce non-là, on peut le partager. Et ça nous permet de penser aussi autre chose, c'est que dans le contexte aujourd'hui de sorte de management universel, on pourrait aussi introduire une sorte de management de la multiplicité, une sorte de nouvelle gouvernementalité, un nouveau parlement, avec des représentants de toutes sortes de singularités, etc. Mais là, il y a quelque chose qui n'est pas de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui se met quand même à raisonner avec simplement une grève des cheminots dans une gare, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Et je pense que s'il y a à penser politiquement quelque chose, ce n'est pas une convergence, je ne sais pas quoi, c'est une transversalité réellement, là, au sens guattarien aussi, une transversalité qui fait que des foyers du non s'intensifient parce que les gens affirment des choses. Et que là, c'est un peu pour rebondir sur ce que disait la jeune femme de la HSS, il y a certainement aussi des gestes qui ne sont pas de l'ordre de la négociation. Excuse-moi, mais lorsqu'on dit ça négocie partout, tu ne négocies pas avec la gendarmerie à la ZAD, quoi. Il y a un rapport là qui est incompossible. Il n'y a pas de négociations possibles. Et ce sont ces gestes-là qui sont en train de s'agréger. Et il me semble intéressant de dire que la ZAD est un foyer de transversalité, qui est un foyer de transversalité qui affirme radicalement un non à partir d'une affirmation. Et que ça, on peut le retrouver, et on doit le retrouver aujourd'hui pour faire quelque chose qui ne soit pas simplement, c'est très à la mode, comment survivre dans les ruines, des formes de vie dans les ruines du monde tel qu'il est en train déjà d'être tel que nous le voyons, quoi. Mais qu'il y a à ruiner les formes qui sont en train d'installer les ruines. Et à un moment donné, il faut aussi ruiner, donc faire des gestes qui ruinent. Il faut, par exemple, tout simplement abattre Macron. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument la seule manière, la seule chose conséquente de ce qui se passe avec la ZAD. Il faut abattre Macron. C'est un petit pas, c'est pas grand-chose, hein, parce que c'est juste un petit bonhomme, enfin, c'est un gros fanatique, en plus il a toute la mystique de pouvoir foncer un peu dégoûtante et tout ça, mais enfin, c'est pas grand-chose, il y en aura d'autres, des Macron derrière. Mais enfin, à minima, si on est un peu enthousiasmé par rapport à cette logique un peu de morcellement du territoire, un peu vivante, etc., à minima, ce qu'on doit se dire, c'est qu'il faut abattre Macron, et donc il faudra mettre ça en chantier, quoi. Bon, là. J'ai quelques pistes, mais ça, c'est pas mal. Juste un mot rapide pour reprendre un peu, si il y a quelque chose de concret à faire, c'était juste pour dire que ce matin, il y avait quand même une rumeur parmi les journalistes de la ZAD, pas parmi les zadistes, que ça pouvait se terminer ce soir. Que là, ils se sont rendus compte si vite qu'ils avaient fait un tel faux pas. Et donc là, c'est vrai que là, il y a quand même une urgence aujourd'hui à trouver j'ai pas d'idée, hein, mais... et c'est évidemment une guerre médiatique, donc peut-être qu'on n'occupera pas tous nos lieux de pouvoir, moi perso j'en ai pas, mais et juste, je sais pas si l'étudiante qui parlait est partie, mais hier soir à l'AG, il y a eu, pour commencer, il y a eu l'énumération des actions spontanées de soutien à la ZAD, il y en avait des millions à travers le monde, et quand ils ont dit l'occupation de l'EHESS, il y a eu un petit haut d'étonnement et de contentement dans la salle. Moi j'ai fait ma thèse à l'EHESS, je veux dire que je ne m'attendais pas à cette annonce, ça fait vraiment il y a plein d'universitaires parmi les zadistes, donc ça a fait plaisir à beaucoup de gens. Et évidemment, l'expression est véhiculée, mais c'est une guerre médiatique. Nicole Klein, la préfète de Loire-Atlantique, a annoncé lundi qu'elle expulserait et démolirait 20 lieux le mardi, c'est-à-dire hier. Le soir, elle a dit aux journalistes qu'elle en avait détruit 8. En fait, elle en a pris 1. Et encore, il était déjà pris la veille. Elle l'a juste démoli. Non, elle, c'est pas elle. D'accord, on a compris. Mais elle l'a juste pris. Donc là, c'est vraiment... en une nuit, le rapport de force s'est inversé. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se joue. Je ne sais pas. Mais ça peut... En gros, ce soir, ils vont décider, est-ce qu'ils rasent tout en faisant plein de blessés, ou est-ce qu'ils trouvent un échappatoire pour laisser là. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien de détruit. Enfin, les choses qu'ils ont démolies, vu l'énergie et l'inventivité des mecs, en 2 semaines, ils ont reconstruit. Le soir, alors que le lundi, ça a été une rouste intégrale, les mecs de la Mafachée avaient déjà commencé à reconstruire pendant la nuit. Et le matin, les mecs ont dû recasser le truc. Hier, après une journée, ils n'ont pas dormi.
après 2 jours sans nuit à avoir des grenades assourdissantes dans les oreilles, ils ont trouvé l'énergie de mettre des barricades sur la route des Chicanes pour gêner juste le retour des fins. Et donc là, c'est vraiment aujourd'hui et demain que ça se joue. Moi, je sais que, je ne sais pas du tout, j'ai aucune expérience encore stratégique dans ce qu'il faut faire. Je sais juste que moi, j'avais essayé de motiver plein d'amis à venir le week-end d'avant en disant ça va être les expulsions, il faut venir en soutien, et tout le monde avait plus ou moins botté en touche parce que personne n'avait envie d'assister à un massacre annoncé, c'est compréhensible. Et quand je les ai rappelés hier soir en disant mais en fait ça va gagner, c'est fou mais ça va gagner, tout le monde voulait venir. J'ai plein de potes qui avaient dit c'est vraiment pas possible, ma semaine est bouclée, qui là sont en train d'arriver sur la ZAD. Je les ai tous appelés, je les bombarde de textos, et ne serait-ce que ça, parce qu'évidemment, vivre une victoire historique, ça fait plus plaisir qu'assister à un jeu de massacre. Donc déjà diffuser ce bruit-là, vraiment, parce qu'évidemment, c'est pas ce qu'on entend, mais déjà ça peut faire son petit effet, parce que si aujourd'hui, il y a plein de gens qui arrivent, ils abandonnent ce soir. Et encore une fois, c'est rien. Alors, le problème, là, c'est que comment ils vont s'en sortir, c'est vraiment un mystère pour tout le monde, parce que dire en fait on va pas faire l'aéroport, écologiquement c'est pas génial, machin, ça passe encore à peu près, personne n'y croit, mais bon, c'est passé. Dire en fait on laisse une zone autonome au milieu du territoire, ça va être plus délicat à gérer. J'espère qu'ils trouveront une invention pour laisser ça tranquille et trouver un truc, mais en tout cas voilà, là, vraiment faites passer le bruit que ça peut gagner, ils peuvent gagner dès ce soir, qu'il y a 1000 choses à faire, il y a des trucs d'organisation, de transport, donc même les gens qui n'ont pas du tout envie ne serait-ce que de respirer de lacrymo peuvent aller là-bas et être infiniment utiles. Ça c'est quelque chose que je n'avais pas forcément compris avant d'y aller, mais donc voilà, faites passer cette idée-là. Bonjour à tous. Je ne vais pas être très long, mais je voulais insister sur un point qui était un peu sous-jacent dans la pétition qui est partie dimanche soir. Mais on a un certain nombre d'architectes ici. Et à ce titre, il faut quand même être conscient qu'on a un pouvoir technique, symbolique fort. Et je pense que le texte de dimanche était important parce qu'il disait qu'il est important qu'on ouvre à l'innovation, etc. Mais je pense qu'il est important aussi qu'en tant qu'architecte, on a validé techniquement les choses. C'est-à-dire d'aller dire, ces choses, elles sont construites et c'est de la vraie ville. En plus, c'est un moment où on a des relais dans d'autres, je pense par exemple à l'ordre des architectes et des endroits comme ça. Il y a aussi des textes qui existent, donc Patrick nous parlait tout à l'heure des textes agricoles, mais il y a des textes qui existent dans les dom-toms, donc c'est bien la France. Il y a notamment un monsieur qui s'appelle Letchimy, il y a des lois, la loi Letchimy, qui, alors ça parle de questions de logement, mais qui disent on peut travailler sur le logement, fût-il occupé sans droit ni titre. Donc tout ça pour dire que aux architectes qui sont là, on a un rôle de validation technique parce que très souvent ces choses-là sont attaquées au titre de leur mauvaise construction, au titre de la prise de risque qu'elle ferait prendre aux occupants, etc. Et donc je pense que d'ailleurs on aurait peut-être intérêt à faire un texte plus précis affirmant clairement que c'est de l'architecture qui se crée là. Et c'est de la ville, quoi. C'est pas que de l'innovation et de la spéculation. Voilà. Voilà, par exemple, le dessin qu'on a été fait, on a été faire des relevés d'architecture avec. On est donc parti avec les étudiants de l'innovation alternative urbaine une semaine sur la ZAD. On a été accueillis à l'Université populaire du Haut-Fait pour faire justement, essayer de faire ce travail, de faire passer du côté de la discussion architecturale un certain nombre d'observations. Et voilà le type de dessin, c'est le début de la mise au propre des relevés. Le travail est encore en cours, mais donc du relevé habité que Cyril Hanap, qui vient de parler, connaît bien, et avec tout un tas de questions sur la manière dont se relient les intérieurs et les extérieurs. Mais ça vous donne une idée du travail qui est en cours, à la fois sur les textures, à la fois sur les objets qu'on relève. Et puis avec tout ça, plus la série de photos, l'idée c'est effectivement d'arriver à décrire
plus les entretiens avec les habitants qui vont venir aussi s'introduire dans ces dessins-là pour nous raconter un peu comment ils vivent là-bas. L'idée, c'est justement de décrire par des coupes, par des élévations, par des plans, donc des vues un peu inhabituelles, qui ne sont pas des croquis, qui ne sont pas ce qu'on voit quand on se promène, mais pour arriver à montrer que toutes ces cabanes-là, toutes bricolées qu'elles soient, en fait, répondent exactement aux mêmes préoccupations que n'importe quelle maison, petite ou grande, qui doit choisir là où elle s'implante, sur un terrain, sur un site, en fonction du soleil, des accès, etc., d'une haie, d'un arbre, qui doit protéger de la pluie, du soleil, qui doit permettre de manger, de dormir, enfin bref, que tout ça s'articule avec les jardins, avec les animaux, avec tout le territoire, et que donc cette intelligence-là de l'architecture, qui est l'architecture de l'habitation de la terre, et non plus l'architecture du monument, et que cette intelligence-là d'architecture est tout à fait présente dans la moindre cabane dès lors qu'on prend la peine de l'observer. Et donc, on voit assez facilement, après, quand on se promène comme ça de manière plus détaillée dans ce bocage, tous ces dispositifs qui sont mis en œuvre et qui, en fait, encore une fois, j'insiste là-dessus, tissent avec une espèce de subtilité incroyable l'habitation humaine et le bocage. Et les naturalistes qui sont sur le site disent maintenant que le bocage vit et en quelque sorte a été sauvé par cette habitation-là et que c'est aujourd'hui pour protéger le bocage qu'il faut protéger les zadistes. Comme une espèce d'espèce locale comme ça qui participe à la vie parce qu'ils ont su s'inscrire dans cette agroécologie-là. Donc voilà, c'est un travail qui est en cours, qui sera bientôt publié, mais qui participe complètement à cette tentative, là dont parlait Cyril, d'essayer de reconnaître les questions architecturales qui nous intéressent aujourd'hui, comment on se les pose et comment on les partage entre nous pour pouvoir faire avancer un peu l'affaire. Oui, je voulais revenir à cette idée de la diabolisation des zadistes et renforcer un peu ce que vous venez de dire sur la question des architectes et la technique, la ratification technique, parce que j'ai vu Monsieur Colombe à la télé, Europe 1, et il a dit, mais on a ciblé 40 habitations, si on peut appeler cela des habitations. Et c'est une façon de continuer ce que vous avez dit, de suggérer que ces gens-là ne sont pas, qui n'habitent pas, qui sont des animaux, je ne sais pas quoi. Et je trouve que ce qui me frappe le plus, c'est qu'on aurait pu, au lieu d'assister à ce qui aurait pu être une transition logique d'une zone d'aménagement différée jusqu'à une zone à défendre, jusqu'à une zone d'agriculture durable. Et au lieu de ça, nous avons, à cause du Manu Premier et Madame Klein, la préfète Papon, nous avons une zone à détruire, une zone à démolir. Et ça, c'est assez extraordinaire, ça. Ça aurait pu être une transition assez logique, mais maintenant nous avons ça. Juste pour rebondir sur votre remarque sur la perception, il y a deux aspects très importants. Il y a l'aspect normatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui clairement va dans le mur, et ce qui nous sécurise d'aller dans ce mur-là sont entre autres les normes qui font que dès qu'on est en dehors de la norme, on ne vous autorise pas à
à explorer des alternatives. Donc ça, c'est très important parce que la norme, il faut considérer qu'elle nous appartient à tout un chacun. L'autre aspect, c'est que le droit est toujours en retard sur la société. Ça, depuis l'histoire du droit. Donc, on se doit collectivement d'avoir des têtes chercheuses, des cortèges de têtes idéologiques et pratiques qui vont faire changer la société et donc vont faire changer le droit. Il ne faut pas attendre du droit que le droit soit en avance. Il n'y a quasiment aucun exemple, sauf exceptionnel, d'un droit qui soit en avance sur la société. Donc ça, il faut aussi, dans le rapport à la légalité ou l'illégalité, parce que l'argument principal est de dire qu'il faut rétablir l'état de droit. Donc je pense qu'il faut aussi s'accrocher très fortement à ces mots-là, comme vous avez relevé la question de l'habitat. Est-ce que c'est un habitat? Parlons de l'habitat pavillonnaire, périphérique. Est-ce qu'on peut considérer que la justesse est dans cet habitat qui étanchifie les sols agricoles, ou est-ce qu'il est plutôt dans un habitat léger qui, même une fois démoli, montre à quel point il avait été minime dans l'impact sur son environnement. Donc ça, c'est un aspect très important, l'aspect normatif. Le deuxième aspect, c'est l'aspect du risque. Des gens s'engagent, prennent ces risques-là. Aujourd'hui, nous considérons qu'il y a collectivement, même à l'échelle de la société, même à l'échelle gouvernementale, plus de risques à ne rien faire et à ne pas encourager ces alternatives nécessaires, écologiques, agricoles, architecturales. Ce qui est très intéressant, c'est que là, on a un mélange. On essaie souvent de résumer la ZAD à un enjeu agroécologique. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va sur l'aspect urbain, l'aspect architectural, l'aspect social, l'aspect aussi des modes de gouvernance, des processus. Il y a eu des moments avec des tensions importantes au sein de ces groupes d'habitants. D'ailleurs, il faut rappeler que les habitants de la ZAD sont de typologies entre guillemets très diverses. Et donc on essaie de les résumer, mais en fait on ne pourra jamais les résumer. Moi j'ai rencontré des gens vraiment d'une diversité très très importante, et ce qui est fascinant est la force aussi dans cette diversité-là. Et donc je pense qu'il faut que nous affirmions que notre société, l'avenir de l'humanité, de nos enfants, etc., passe aussi par ces risques-là, et que si on n'accepte pas de les prendre, voilà, il n'y aura pas de futur désirable. Et c'est quand même ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est d'aller dans ce chemin-là de ce futur possible. Voilà, c'était pour rebondir. Donc juste, je rappelle au passage que samedi, il y a sur la ZAD, samedi et dimanche, tout un week-end sur les habitats légers, avec des discussions, des expositions, etc. Donc cette fameuse question-là. Et puis, dès aujourd'hui, mais dimanche encore plus, un grand rassemblement de soutien sur place aussi, où tout le monde est le bienvenu. Il y aura un appel sur dimanche. Sur le dimanche, ils ne savent pas encore exactement comment ils formulent les choses, ni ce qu'ils appellent à faire, mais ça va être aujourd'hui, a priori, ils mettront sur ZAD Nadir, le site de la ZAD. Exactement, il y aura sans doute un appel à venir récupérer les bâtons, cette espèce de cérémonie déguisée en manifestation qu'ils avaient, parce qu'ils sont d'une inventivité aussi pour trouver les symboles, d'inventer des cérémonies. Donc les gens seront invités à venir chercher les bâtons qu'ils ont plantés dans les talus autour de Bellevue, en promettant que si la ZAD était à nouveau menacée, ils viendraient les chercher, donc là c'est le moment. Et puis surtout ce symbole incroyable de commencer déjà à reconstruire. Parce que là les 100 noms, apparemment en 2012, à chaque fois que les gendarmes détruisaient un lieu, ils prenaient le temps de tout évacuer, et là ils ont laissé tous les morceaux sur place, et donc les mecs ont déjà commencé à trier les planches, les trucs, et dès que ça s'arrête, ils reconstruisent. Donc ouais, allez-y dimanche. L'efficacité du recyclage. Et la non-efficacité de l'ordi aussi. Ouais, du coup là vous voyez les plans de la Nous non plus. Donc c'est une élévation, c'est une cabane qui s'est fait détruire lundi. Les fichiers sont assez lourds, du coup c'est un peu long de passer d'un fichier à un autre. Mais en fait ce qu'il faut voir dans pourquoi on a fait ces plans-là et pourquoi on a trouvé ça important, c'est que architecturellement parlant, c'est des cabanes qui ont une certaine beauté parce qu'elles parlent de comment on travaille en collectif et ce que ça peut créer. Et toutes les cabanes qu'on a pu relever, on a relevé 8 lieux quand on a fait ce travail de relevé. Ça parle, à chaque fois ça raconte des histoires, et les cabanes et les constructions elles racontent des histoires et elles racontent des moments de vie et des choses qui se créent en collectif. Et qu'est-ce qui se crée en fait justement quand on fait des choses ensemble? C'est beaucoup plus singulier en fait quand il y a plein de personnes différentes qui mettent une pierre, qui mettent un bout de bois, qui clouent quelque chose. C'est plus juste de la construction en fait. Il y a un truc beaucoup plus important là-dedans qui est de l'ordre de la création d'une dynamique, des échanges et des échanges de savoir et de savoir-faire et de savoir-penser.
Moi, en allant là-bas, j'ai jamais autant appris sur la construction, sur tous ces trucs-là qui peuvent être liés à l'archi, mais aussi sur plein d'autres choses en fait. Et je pense que là-dessus, c'est important, c'est pas juste de construction, c'est de l'échange, tout ça. Et il faut pas qu'on l'oublie en fait quand on parle d'architecture sur ça, je pense. Et voilà, et donc c'est important de se souvenir de tout ça en fait. Et là, on a fait des plans, mais l'idée c'était que les plans, les textes qu'il y a à la BEC, ils parlent de ces histoires-là qui sont collectives et de ce qui se crée. Et c'est beau, du coup, en fait, c'est ça qui rend toutes ces cabanes belles, moi je trouve. Voilà. Bah, je peux pas, enfin, c'est compliqué de vous en montrer d'autres. Ce sera publié dans quel cadre, de quelle manière? Du coup, ce sera publié aux éditions locaux, donc qui travaillent avec nous. Il y a un graphiste qui travaille aussi avec nous. Du coup, il y a Patrick Bouchin qui n'est plus là, qui a aussi fait une préface. Il y a le photographe Cyril Weiner qui est venu faire aussi une série de photos, pareil, qui parle plus de l'ambiance en fait, plus que de l'architecture et de ce qui se crée autour de l'architecture. Mais il n'y a pas de format qui soit plus largement utilisable qu'un ouvrage qui permette aussi au pouvoir public de... Enfin, ces documents-là, je suis architecte de formation aussi, ces documents-là, ils parlent de... déjà, ils ont cet aspect technique qui leur donne une autre esthétique que l'image et qui leur donne une crédibilité technique, ce dont on parlait Cyril Hanna tout à l'heure. C'est intimidant. Et non, mais je pense que ça peut être aussi des vrais outils de communication auprès du politique. Et ça, enfin pour moi en tout cas, ça communique quelque chose d'autre qu'une image qui est critiquable et mal vue. Et ça parle effectivement de savoir-faire, de quelque chose qui est aussi peut-être plus acceptable socialement, et je pense qu'on est aussi dans ce débat-là, dans un débat politique de l'image, de comment est-ce que les pouvoirs publics peuvent se sortir de la situation dans laquelle ils sont mis, et ces documents-là peuvent être des outils de communication terriblement puissants, et aussi qui décrivent des qualités. Je pense que... Je ne sais plus exactement qui disait ça tout à l'heure, mais il parlait de guerre médiatique, et là je pense qu'on est totalement là-dedans en fait. Et que nous, notre force en tant que sociologue, architecte, étudiant, peu importe, mais en tant qu'intellectuel, elle se joue là-dessus en fait, elle se joue sur le médiatique et qu'est-ce qu'on peut apporter là-dedans. Et ça, c'est des images qui sont des outils, mais il y en a d'autres, il n'y a pas que ça, qui effectivement, je pense, peuvent avoir de la force demain dans légitimiser ces modes d'habiter et toutes ces choses-là, parce que c'est beau et c'est important, et ouais, je suis d'accord. Pour l'instant, on n'a que l'outil du livre, on commence aussi à aller diffuser dans des expositions, mais tout est possible. Squat expulsé. On entend même dans les médias plutôt bienveillants qu'il y a des expulsions de squats, et c'est sûr que l'expression, ça évoque pas ce que... Enfin, quand j'ai montré des photos en disant mais c'est ça, vous savez, les squats expulsions, ah bon, mais c'est tout mignon, hein, c'est trop... Il y avait hier matin, j'ai montré ça, il y avait une journaliste de BFM qui courait partout, et je lui ai fait mettre ça, là en ce moment ils sont en train de détruire celle-là, je lui ai montré, oh mais c'est tout choupinet, mais pourquoi ils détruisent ça? Enfin voilà, juste quand expulsion de squat, on visualise pas les trucs qu'il y a là-bas, donc ne serait-ce que ça. Je voulais dire, j'avais l'impression quand même, là, dans ce débat de légitimation au travers de l'image, montrer quelque chose de mignon. Je suis pas sûre que l'État et les pouvoirs en place soient en mesure d'être à l'écoute et qui n'ont absolument pas envie d'entendre. Je pense pas qu'il y a juste un déficit de connaissances, qu'il y a vraiment une volonté décidée de détruire, et en sachant très bien aussi en fait ce qu'on détruit. Je pense que c'est eux qui tiennent les médias et qui poussent des termes comme de diabolisation, mais en fait ils savent très bien qu'on est dans le mensonge parce qu'on est dans une guerre pour le fric, juste pour le fric en fait. Et je suis pas sûre qu'en y allant avec nos corps professionnels, on y arrive. Je crois qu'on y va trop lentement et qu'on n'y arrivera pas comme ça, je suis pas sûre. Mais de toute façon, l'effondrement est pour après-demain, donc tout ça s'effondrera. Mais il s'agit aussi de donner aux gens notre vision des choses. Globalement, quand même, effectivement, tout ça paraît un peu dérisoire, que ce soit sur place, les intellectuels ou les architectes, tout ce que vous voulez. La ZAC, c'est presque rien, c'est dérisoire aussi, mais de dérisoire en dérisoire, à la fin, c'est quand même pas tout à fait rien, quoi. Il y a quand même, il faut être convaincu. Patrick Bouchin disait c'est important de se compter. Bon, il y a 27 000 personnes qui ont signé une pétition en 3 jours.
c'est quand même pas tout à fait rien non plus. Des petites ZAD ou des choses comme ça, des gestes pour reprendre un peu de liberté, un peu d'autonomie, sont en train de s'inventer partout. Je ne dis pas que la victoire est pour demain, mais simplement, je crois que ce n'est pas du tout négligeable, en fait, que chaque chose qui est un prétexte à penser, à relier, à faire comprendre, et que petit à petit, on est en train de comprendre qu'aujourd'hui, l'État, quand il envoie les gendarmes sur la ZAD, les gens qui gouvernent les lieux où on vit luttent contre nous-mêmes. C'est quand même hallucinant que l'État lui-même détruise nos possibilités même d'avenir. C'est un truc qui est juste inacceptable, quoi. Qui est impossible de simplement ne pas laisser les choses faire. Hein, on ne leur demande même pas de faire eux-mêmes des ZAD partout, de les financer, etc. Mais juste de ne pas détruire notre avenir commun. Bon, petit à petit, il faut le documenter, il faut le comprendre, il faut voir en quoi consiste cet avenir commun, par où il peut passer. Et je pense que là-dessus, toutes les initiatives sont bonnes. Et en gros, quand même, le sentiment que j'ai moi maintenant par rapport à l'opération en cours, c'est que malgré tout, les discussions sont outrageantes, tout le monde pleure, et qu'elles sont minimes. Que, encore une fois, cette expérience va continuer, et que quelle que soit l'ampleur des destructions, l'essentiel du projet est encore debout, l'essentiel du projet va continuer, et comme le disait Alessandro, en gros, le moral est bon. Côté ZAD. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher l'affaire et la mobilisation, hein, mais que si cette chose-là va continuer, c'est parce que, quelque part, elle s'inscrit dans une histoire, dans une logique politico-sociale, anthropologique, qui est absolument, à mon avis, inarrêtable. Inarrêtable. Je ne sais pas combien de temps et quelles seront les étapes. Vous parlez d'effondrement, il viendra ou pas, peu importe. Hein, mais en tout cas, la direction de cette recherche-là, le basculement de l'ensemble des sociétés vers ces problématiques-là est en cours et il est maintenant inarrêtable. Je dois juste dire, j'aurais dû dire ça dès le début, mais vous en avez peut-être parlé tellement c'est... Parce que la tribune là, des architectes, c'est vous, enfin je sais pas, ça... Parce que vous avez vu la reprise de Presse Océan ou pas? Non, c'est ça, à propos de guerre médiatique, ça a quand même son sens, donc c'est un texte moi j'ai rien à voir, je suis pas du tout architecte machin, mais d'architecte ému par la beauté, la poésie, tout ça, des petites cabanes. Presse Océan a repris la tribune et a mis comme photo pour l'illustrer un bout de tôle avec un morceau de bâche dessus, avec mal tagué, avec écrit ZAD dessus. Et donc là encore une fois, c'est pour reprendre ce que tu disais, est-ce qu'ils se trompent ou est-ce qu'ils ont l'intention de... Enfin là, évidemment, c'est pas une erreur de rédaction, quoi. Enfin, l'intention est transparente et elle marche extrêmement bien. Les commentaires sous l'article, c'est c'est ça la super architecture de la ZAD, bravo, rasez-moi tout ça. Et donc je vous invite, moi j'avais écrit une réponse en quelques lignes en disant que c'était fascinant avec quelle facilité une photo bien choisie pouvait retourner le propos d'un texte, et que là, l'intention était évidemment celle-là. Après, on a été pris par les événements, et Thibault, là, qui m'invite ici, l'a pas publié, mais peut-être vous êtes bien placé pour faire un petit truc, n'importe quoi, sur les réseaux sociaux, j'en sais rien, qui reprennent cet article, qui montrent la photo qu'ils ont choisie, et qui disent en fait les constructions dont on parle, c'est plutôt ça, et de mettre vos images, enfin quelque chose comme ça. Et les commentaires sous l'article, apparemment, je les ai pas lus, mais illustrent bien le propos, illustrent bien l'idée que l'intention a été atteinte, quoi. Le but escompté a été atteint, et ça a fait tout à fait son effet, et ça a complètement décrédibilisé le texte. Et les mecs disaient, mais alors les mecs font les malins parce qu'ils construisent ça, bon, super. Bref, voilà, donc faites quelque chose. Bon, ok. Eh ben, merci. Bravo aux organisateurs. Merci à tout le monde. Et puis, vous avez les adresses sur zadnadir.org, le site de la ZAD, pour vous tenir informé, etc. La pétition continue à faire circuler sur change.org. Et puis, voilà, l'info circulera, que chacun tienne bon